La vie a eu sa propre façon d'être banale pour moi. Je m'appelle Rita et, à 29 ans, je travaillais à la bibliothèque municipale. Ce n'était ni prestigieux ni passionnant, mais c'était le mien. Les livres étaient mes compagnons, et les étagères poussiéreuses, mon domaine. Je n'aimais pas être sous les feux de la rampe, je préférais me fondre dans le décor. La ville était petite, du genre où tout le monde connaissait vos affaires avant vous. Ma routine quotidienne variait peu, réveil, travail, puis retour à mon petit appartement rempli de meubles d'occasion et d'une montagne de livres. Ma vie sociale était inexistante, et cela me convenait, du moins c'est ce que je me disais. Ethan est entré dans ma vie un jour comme les autres. Il cherchait un livre, quelque chose de différent, disait-il. Son sourire était facile, et sa voix avait une chaleur qui ressemblait à la lumière du soleil traversant les nuages. Pourriez-vous m'aider à trouver un livre? Je me sens l'âme d'un aventurier, dit-il, les yeux plissés au coin des lèvres. Bien sûr, quel genre de livre t'intéresse? Demandai-je en ajustant mes lunettes, essayant de ne pas être trop attiré par son regard. Je ne sais pas, surprends-moi. Il m'a répondu avec un sourire qui laissait entendre qu'il appréciait le défi banal qu'il m'avait lancé. C'est ainsi que tout a commencé. Nos conversations sont devenues une partie intégrante de mes journées. Il me posait des questions sur les livres, et je lui en recommandais, mais très vite, ces conversations se sont détournées des pages de romans pour se concentrer sur les détails de notre vie. Ethan était différent. Il écoutait vraiment, d'une manière qui me donnait l'impression d'être entendu pour la première fois depuis longtemps. Un jour, il est arrivé avec un air plus déterminé que d'habitude. Tu sais, Rita, tu es la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée dans cette ville. Pourquoi te caches-tu ici toute la journée? M'a-t-il demandé en s'appuyant sur le comptoir, un défi amusant dans les yeux. J'ai ri, un son qui semblait étrange même à mes propres oreilles. Eh bien, où pourrais-je aller d'autre? Cette ville ne déborde pas vraiment d'enthousiasme. La réponse d'Ethan ne se fit pas attendre. Peut-être que tu as juste besoin de quelqu'un avec qui l'explorer. Que dirais-tu d'un dîner ce soir? C'est moi qui offre. J'ai hésité, n'étant pas habitué à ce genre d'attention. Je ne sais pas, Ethan. Allez, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Tu passes une soirée avec un homme qui apprécie tes recommandations de livres. En plus, je te promets que ça en vaudra la peine. Tu peux me montrer cette ville qui est un joyau caché. Il me cajole, son assurance est contagieuse. Malgré moi, j'ai accepté. D'accord, bien sûr. Mais pas d'endroit chic, je ne me sens pas à l'aise avec tout ce faste. Marché conclu, dit Ethan. Son sourire illuminant la pièce. Je passe te prendre à cette heure. Ou y a-t-il quelque chose de confortable? Cette nuit-là a tout changé. Ethan m'a montré des parties de la ville que je n'avais jamais vues, bien que j'y ai vécu toute ma vie. Il m'a fait rire, d'un rire profond et sincère dont je ne me savais pas capable. Il a écouté mes histoires, mes rêves et mes peurs, sans jamais me faire sentir petite ou insignifiante. Alors que nous retournions à mon appartement, il s'est arrêté et m'a regardé, un air sérieux dans les yeux. Rita, je sais que nous venons de nous rencontrer, mais il y a quelque chose en toi. Tu ne ressembles à aucune des personnes que j'ai connues. Tu es authentique, et dans un monde plein de faux, c'est rare. Je ne savais pas quoi dire. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Ethan, Il m'a coupé la parole, posant doucement un doigt sur mes lèvres. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Sache que je te vois, Rita. Je vois la personne que tu es. Et j'aime ce que je vois. Ethan a toujours été le point faible de ma journée, rendant tout plus lumineux grâce à son attention et à son affection. Il avait cette façon de me faire sentir vue, me qualifiant de belle, gentille et intelligente, des choses que j'avais du mal à croire à mon sujet. C'est sa chaleur qui m'a conquise, rendant l'idée d'une vie éternelle non seulement possible, mais souhaitable. Lorsqu'il m'a posé la question, j'ai eu l'impression de rêver. Épouse-moi, Rita. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, avait-il dit, les yeux brillants de sincérité. Je n'ai pas hésité. Oui.
J'ai expiré, ressentant un mélange d'excitation et d'incrédulité. Mais avant de nous perdre dans le tourbillon de l'organisation du mariage, il nous restait une étape cruciale à franchir, rencontrer ses parents. Ethan m'avait prévenu, en quelque sorte. Mes parents sont un peu exigeants quant aux personnes que je ramène à la maison. Mais ne t'en fais pas, d'accord? Ils vont t'adorer une fois qu'ils auront vu à quel point tu es génial. Il m'a rassuré, mais sa nonchalance n'a pas réussi à me rassurer. J'étais une épave avant la réunion, fouillant dans ma garde-robe à la recherche d'une tenue à la fois modeste et digne. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'un code vestimentaire impossible à respecter. Ethan, quant à lui, était l'image même du calme, presque désintéressé, comme si l'issue de cette réunion ne lui pesait pas du tout. Tu réfléchis trop, Rita. Porte ce dans quoi tu te sens à l'aise. Le jour venu, j'ai choisi une robe bleue simple qui, je l'espérais, était le bon équilibre. Alors que nous roulions vers la maison de ses parents, Ethan semblait plus préoccupé par la musique à la radio que par la présentation imminente. Tu es sûr qu'ils vont m'aimer, demandai-je, cherchant à me rassurer. Et, ils finiront par s'y faire. Sois toi-même, répondit Ethan, son attention se portant brièvement sur moi avant de revenir à la route. Son attitude décontractée m'a semblé surprenante par rapport à la tempête d'anxiété qui se préparait en moi. En arrivant à la porte de la maison d'enfance d'Ethan, mon cœur battait la chamade. Ces avertissements précédents résonnaient dans ma tête, me dépeignant l'examen minutieux auquel j'étais sur le point de faire face. Et la porte s'est ouverte et nous avons été accueillis par les parents d'Ethan, dont les expressions étaient difficiles à lire. Le dîner qui suivit fut un véritable champ de mine. Les parents d'Ethan m'ont posé des questions qui ressemblaient plus à un interrogatoire qu'à une simple conversation. Rita, Ethan nous a dit que tu travaillais dans une bibliothèque. Est-ce que tu te vois faire ça à long terme? Son père m'a demandé, son ton suggérant qu'il trouvait que mon travail n'était pas à la hauteur. J'ai tâtonné pour trouver une réponse, en essayant d'avoir l'air confiant. J'adore travailler là-bas. C'est épanouissant d'une manière que je n'arrive pas à décrire, ai-je dit, espérant que ma passion suffirait à les convaincre. Ethan est resté étrangement silencieux pendant toute la durée de l'entretien, ne m'apportant que peu de soutien face au flot de questions et de critiques voilées. J'avais l'impression d'être seul sur le champ de bataille, Ethan se retranchant dans un rôle d'observateur passif. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était assourdissant. Je ne pouvais m'empêcher d'être déçu, non seulement par les événements de la soirée, mais aussi par l'indifférence d'Ethan. Je croyais que tu avais dit qu'il s'intéresserait à moi, ai-je finalement brisé le silence, la voix teintée de douleur. Ethan haussa les épaules, d'un geste nonchalant et frustrant. Donne-leur du temps, Rita. Ils ont juste besoin d'apprendre à mieux te connaître, a-t-il dit. Ces mots n'étant pas de nature à me réconforter. Après quelques autres dîners qui ressemblaient plus à des interrogatoires qu'à des repas amicaux, il était clair que les parents d'Ethan n'étaient pas mes plus grands fans. Ils me voyaient comme une sorte de chercheuse d'or, je suppose, ce qui ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Je n'ai jamais couru après l'argent d'Ethan, je l'ai à peine su jusqu'à ce qu'il en parle lui-même un soir, en disant, mes parents sont un peu de la vieille école, tu sais. Ils s'inquiètent des choses les plus bizarres, comme l'argent et le statut. Un soir, Ethan est rentré à la maison, l'air plus sérieux que d'habitude. Bébé, il faut qu'on parle, a-t-il dit en évitant mon regard. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il se passait quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé, sentant mon estomac se nouer. C'est mes parents, a-t-il commencé, en me regardant enfin. Ils insistent pour qu'on signe un contrat de mariage. Un contrat de mariage? Le mot me semblait étranger, amer sur ma langue. Ethan, tu sais que je me fiche de ton argent, n'est-ce pas? Il soupire, se passe les mains dans les cheveux. Je sais. Et je m'en fiche aussi, pas quand il s'agit de nous. Mais il n'en démorde pas. Il pense que ça nous protégera, tous les deux, ou je ne sais quoi. J'ai été blessé, je ne vais pas mentir. J'avais l'impression qu'il pariait déjà sur notre échec. Mais j'aimais Ethan, plus que je ne me souciais de l'approbation de ses parents ou d'un accord stupide. Très bien. Ai-je dit,
plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Signons-le et finissons en. Ton argent, mon argent, peu importe. Je m'en fiche. Je te veux, c'est tout. Ethan avait l'air soulagé, et une partie de moi détestait cela. Merci, bébé. Je déteste ça autant que toi, mais ce n'est qu'un bout de papier. Ça ne changera rien entre nous. Alors, nous avons signé ce fichu papier. Un avocat que ses parents connaissaient l'a rédigé. En s'assurant qu'aucun de nous ne pourrait toucher à l'autre si les choses tournaient mal. J'ai eu l'impression de signer une déclaration de méfiance avant même d'avoir commencé, mais j'ai repoussé ces pensées. J'étais amoureuse, et l'amour était censé tout conquérir, n'est-ce pas? Notre mariage n'avait rien de grandiose, c'était exactement ce que je voulais. Quelques amis proches, une cérémonie intime et la promesse d'une vie éternelle. J'ai emménagé chez Ethan peu de temps après. C'était une belle maison, rien de très chic, mais je me sentais à des kilomètres de mon ancien appartement. Les parents d'Ethan vivaient à proximité, ce qui, je l'ai vite compris, se traduisait par des visites surprises qui visaient plus à prendre de mes nouvelles qu'à autre chose. Et la vie avec Ethan a commencé comme un conte de fées, mais il n'a pas fallu longtemps pour que le vernis commence à s'estomper, révélant la sombre réalité qui se cachait derrière. Le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais les signes étaient là, s'insinuant lentement, érodant ce que nous avions construit. Et sa mère, Linda, a été la première fissure dans notre image parfaite. Elle était passée à l'improviste, ses yeux balayant la maison comme pour en faire l'inventaire. Rappelez-vous, c'est la maison d'Ethan. Tout ici est à lui. J'ai essayé de garder mon sang-froid et j'ai répondu. J'en suis bien conscient, Linda. Je ne suis pas là pour les affaires de votre fils. Je l'aime. Elle s'est moquée. L'amour ne paie pas les factures, ma chère. N'oubliez pas que si vous partez un jour, vous repartirez avec ce que vous avez apporté, rien. Un jour, elle a fait le tour de la maison en montrant chaque meuble, chaque appareil, chaque bibelot appartenant à Ethan. Vous voyez ce canapé? C'est celui d'Ethan. Ce tableau? C'est aussi celui d'Ethan. N'oublie pas, ma chérie, qu'au cas où les choses tourneraient mal. Tu n'as aucun droit sur tout cela. Dit-elle, la voix teintée d'une douceur venimeuse. C'était comme si elle aimait me rappeler ma place dans leur monde. Le père d'Ethan, George, n'était pas mieux. Linda et lui se comportaient comme s'ils étaient propriétaires de notre maison, et non comme de simples visiteurs. Ils exigeaient un café dès qu'ils entraient, critiquant le fait que je le préparais trop faible ou trop fort, puis s'installaient devant la télévision, s'attendant à ce que je les attende de pied ferme. Je leur disais, prends-nous des chips, tu veux bien? Et peut-être laver ces vêtements qui s'empilent dans le coin pendant que tu y es, disait George, sans même prendre la peine de me regarder. Le pire, c'est qu'Ethan n'a jamais dit un mot à ce sujet. Ethan n'a jamais rien dit à ce sujet. Et elle riait en ajoutant ses propres remarques. Oui, elle est encore en train d'apprendre à faire les choses correctement ici. Donne-lui du temps, disait Ethan. J'avais l'impression de perdre la tête. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de cruel et de méprisant. Tu t'entends au moins? Comment peux-tu les laisser me traiter ainsi? J'ai confronté Ethan après le départ de ses parents. Bébé, ils ont juste leurs habitudes. Tu sais comment sont les personnes âgées, m'a-t-il répondu en me faisant croire que c'était moi qui réagissais de manière excessive. Ils ne veulent rien dire. En plus, tu sais qu'on est à leur charge. On ne peut pas mordre la main qui nourrit, n'est-ce pas? Cette phrase m'a fait l'effet d'une gifle. Alors, c'était fini. J'étais juste la pique-assiette, la fille qui avait épousé leur petit empire et qui devait respecter leurs règles ou s'en aller. Mon travail à la bibliothèque, que j'adorais, était une blague pour eux, une raison de plus de me mépriser. Les jours se confondaient, chacun étant une répétition du précédent. Jusqu'à ce mardi banal où tout a changé. J'étais au travail, en train de ranger des livres, lorsque j'ai ressenti une douleur aiguë à l'estomac, qui m'a fait basculer. Ce n'était pas seulement du stress, c'était quelque chose de plus, quelque chose de pire. L'instant d'après, je me suis retrouvée à l'hôpital, l'odeur stérile de l'antiseptique emplissant mes narines.
Allongé dans ce lit d'hôpital, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'avais atteint un nouveau seuil. Seul, dans la douleur, et pas un seul message ou appel d'Ethan. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas être plus sombres, un coup frappé à la porte a annoncé un visiteur auquel je ne m'attendais pas. Rita Turner? L'homme à la porte était vêtu d'un costume, tenait une mallette et ne semblait pas à sa place dans cette chambre d'hôpital stérile. Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Ma voix était faible, fatiguée par la douleur et le cycle sans fin de la déception. Je suis Michael Johnson. Un notaire. J'ai quelque chose d'important à vous dire, dit-il, le ton formel, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me donnait envie d'écouter. Je lui fis signe de continuer, la curiosité piquée, malgré la situation. Il s'agit de votre grand-oncle, Edward Turner. Il est décédé récemment et tu es son unique héritière. Rita, il t'a laissé un héritage. Les mots n'avaient pas de sens au début. Êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne? Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Michael acquiesce. J'en suis tout à fait sûr. C'était un homme discret, mais il se souvenait toujours de vous. Il voulait s'assurer qu'on s'occupait bien de vous. Allongé sur le lit d'hôpital, dans un mélange de confusion et d'impatience, j'ai regardé le notaire se préparer à entrer dans les détails du testament de mon grand-oncle. Il s'est raclé la gorge, a ouvert sa mallette et a étalé les documents devant lui. Rita. Ton grand-oncle était un homme riche et de bon goût. Il vous a laissé un bel héritage. Nous ne parlons pas seulement de caissiers, bien qu'il y en ait beaucoup, 20 millions de dollars pour être exact. Michael commença, d'une voix ferme et posée. Je clignai des yeux, essayant encore d'assimiler les chiffres. 20 millions de dollars? Répétai-je, sentant ma voix se briser. C'est bien cela. Il poursuit, sans se laisser impressionner par mon choc. Mais ce n'est pas tout. Vous héritez également d'actions dans plusieurs grandes entreprises. Ce ne sont pas des investissements mineurs. Il s'agit de participations importantes dans certaines des entreprises les plus stables et les plus rentables qui soient. Mon esprit s'est emballé, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'il était en train de dire. Posséder des parts d'entreprises dont je n'avais entendu parler que dans les journaux télévisés semblait relever du fantasme. Il y a la propriété. Poursuit Michael en feuilletant les journaux. Une vieille et grande maison dans l'un des quartiers les plus prestigieux. Ce n'est pas n'importe quelle maison, Rita. C'est un manoir avec une histoire, des hectares de terrain, et c'est tout à toi maintenant. J'ai essayé d'imaginer la maison, le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les films. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était impressionnant. N'oublie pas la voiture ancienne. Il ajouta avec un léger sourire, comme s'il anticipait ma réaction. Une voiture classique, entièrement restaurée et en parfait état. C'est le rêve d'un collectionneur. J'ai gloussé, la situation étant à la limite du surréalisme. Une voiture ancienne, en plus? Qu'est-ce que je vais en faire? J'ai déjà du mal à conduire. Le sourire de Michael s'élargit. Eh bien, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Tu pourras peut-être faire un tour de temps en temps? Et puis, il y a les meubles et les tableaux à l'intérieur de la maison, de véritables antiquités, certaines vieilles de plusieurs siècles. Votre grand-oncle avait l'œil pour les belles choses de la vie. Et la pièce semblait plus petite, l'air plus épais, tandis que j'essayais d'assimiler tout ce qu'il disait. J'ai donc hérité d'une fortune, d'une entreprise, d'un manoir, d'une voiture ancienne et d'une collection d'œuvres d'art et de meubles. C'est incroyable. Tout est à toi, Rita. Ton grand-oncle voulait s'assurer qu'on prenne bien soin de toi. Il semble qu'il ait vu quelque chose de spécial en toi. Quelque chose de spécial? Je ne me sentais pas du tout spécial, surtout allongé dans un lit d'hôpital après les pires mois de ma vie. Et pourtant, j'étais là, millionnaire à plusieurs reprises. Chargé d'un héritage dont je ne soupçonnais pas l'existence. Merci, Monsieur Johnson. C'est beaucoup de choses à assimiler. Je ne sais même pas par où commencer. J'avoue que je ressens un mélange de gratitude, d'incrédulité et un sentiment de responsabilité écrasant. Nous allons procéder étape par étape, m'a-t-il assuré.
Je suis là pour vous aider tout au long du processus. Comme à l'improviste, mon téléphone a sonné. Le nom d'Ethan s'est affiché sur l'écran pour la première fois depuis des jours. L'ignorant, je me suis retourné vers Michael. Que se passe-t-il maintenant? Nous allons devoir nous occuper de certaines formalités administratives, mais l'héritage est à vous. Votre vie est sur le point de changer, Rita. Elle a changé, en effet. Après que la manne inattendue a atterri sur mes genoux, Ethan et ses parents ont tourné la page, ou du moins c'est ce qu'ils ont semblé. Leur visite quotidienne à l'hôpital ressemblait à des scènes d'un film à l'eau de rose. Ethan, qui ne se donnait pas la peine de venir me voir auparavant, était maintenant constamment en train d'ajuster ma couverture, un poil inquiet sur le front. « Comment te sens-tu aujourd'hui, ma chérie ?» demandait-il, sa voix dégoulinant d'une douceur qui n'atteignait pas ses yeux. Et sa mère, Linda, était encore plus théâtrale, si l'on peut dire. « Chérie, je vais te préparer tes lasagnes préférées quand tu rentreras à la maison. Tu n'as qu'à attendre. » dit-elle, son sourire est large, mais n'atteint pas tout à fait ses yeux. C'était trop soudain. Pourtant, j'ai joué le jeu, souriant faiblement, les remerciant de leur attention. Mais le soupçon ne m'atteignait pas, m'incitant à regarder au-delà de leurs actes. C'est ce que j'ai fait un jour. Après leur visite de routine, j'ai trouvé la force de me glisser hors de mon lit et de les suivre, le cœur battant à chaque pas. Caché dans un coin, j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire, sans public. Leur rire fut la première chose que j'entendis. Dur et choquant. Pouvez-vous croire que c'est si facile? Elle est terriblement stupide. Elle nous mange dans la main. Dit Ethan, un petit rire s'échappant de ses lèvres. Linda était plus calculatrice, sa voix était tranchante alors qu'elle exposait leur plan. Assure-toi qu'elle fasse un bébé avec toi, Ethan. Une fois qu'elle l'aura fait, elle ne pourra plus jamais nous quitter. Nous aurons alors une véritable emprise sur elle et sur sa fortune. Leurs paroles, cruelles et froides, ne m'ont pas choqué. La déception m'envahit, oui, mais la surprise? Pas le moins du monde. Ils ont montré leur vrai visage, et j'en ai fini de le peindre en nuances de déni. En silence, j'ai regagné mon lit d'hôpital, leurs paroles moqueuses alimentant un feu en moi. Pour eux, je n'étais rien d'autre qu'un ticket d'entrée vers la richesse, un moyen d'assurer leur avenir. Mais je n'allais pas jouer leur jeu. Je n'allais plus jouer leur jeu allongé dans ce lit, un plan a commencé à prendre forme. Clair et ferme. J'allais retourner la situation contre Ethan et sa famille complice. Ils me sous-estimaient, me voyaient comme une faible, mais j'allais leur montrer à quel point ils avaient tort. Dès au retour à la maison après ma sortie, j'ai eu l'impression d'être une étrangère en entrant dans ce qui était censé être ma maison. Ethan et ses parents étaient là, attendant, leur visage peint d'une inquiétude et d'un empressement factice. L'atmosphère était épaisse, chargée de tensions et d'attentes inexprimées. Ethan a été le premier à rompre le silence, sa voix, mélange de douceur célèbre et de cupidité sous-jacente. Bébé, tu es rentré. Comment te sens-tu? Nous nous sommes tellement inquiétés pour toi. Ignorant la boule dans ma gorge, j'ai croisé son regard, voyant l'homme que je croyais connaître. Je me sens mieux, merci. Mais il faut qu'on parle. Nous tous, ai-je dit, la voix ferme malgré l'agitation qui régnait à l'intérieur. Linda, toujours actrice, s'est avancée. Les mains jointes comme pour une prière. Bien sûr, ma chère. Nous sommes là pour toi. Tout ce dont tu as besoin. C'était maintenant ou jamais. J'ai pris une grande inspiration et j'ai étalé mes cartes. Je demande le divorce, Ethan. Et avant que tu ne le demandes, non, tu ne verras pas un centime de mon héritage. Et la pièce est devenue silencieuse, l'air aspiré, comme par un vide. Le visage d'Ethan pâlit, son masque tombe et révèle la panique qui l'habite. Le divorce? Mais pourquoi? Je croyais que nous étions heureux. Le mot a un goût amer dans ma bouche. Toi, ta mère et ton père avaient fait de ma vie un enfer. Vous m'avez traitée comme une servante, pas comme une épouse. Et maintenant, soudainement,
Tu t'inquiètes pour moi parce que je vaux quelque chose pour toi, Ethan balbutie, luttant pour trouver les mots, mais Linda, toujours rapide, s'en mêle. C'est absurde. Nous t'avons toujours traité comme un membre de la famille. Tu te fais des idées? Mon cher, point roulant des yeux, j'ai sorti le contrat de mariage de mon sac et les brandis devant eux. C'est ça? C'est ce qui m'a sauvé. Tu as cru pouvoir te jouer de moi, mais je ne suis pas la fille naïve pour laquelle tu m'as prise. George, silencieux jusqu'à présent, prend enfin la parole, sa voix mélancolaire et défaite. Tu le regretteras. Nous sommes ta famille. Non, vous n'avez jamais été ma famille. Une famille ne traite pas l'un des siens comme de la merde et ne devient pas gentille quand l'argent entre en jeu. J'en ai fini ici. Déménager dans mon propre appartement a été la bouffée d'air frais dont j'avais désespérément besoin. L'appartement était petit et confortable, un contraste saisissant avec la vie que j'avais laissée derrière moi. Ce n'était pas seulement un nouvel espace de vie, c'était ma déclaration d'indépendance, mon nouveau départ. L'appel téléphonique a commencé presque immédiatement. Ethan, la voix dégoulinante de désespoir, a été le premier à rompre le silence. Rita, s'il te plaît, tu dois revenir. On peut s'en sortir, je le sais. Ces supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. J'étais fini, et aucune supplication ne pourrait changer cela. Ethan, c'est fini. Je ne reviendrai pas. Tu dois l'accepter. J'ai dit cela d'une voix ferme, sans laisser de place à la négociation. Peu de temps après, Linda est intervenue, son ton étant un mélange toxique de colère et de culpabilisation. Je suis reconnaissante. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu nous es redevable, Rita. Vous faites une énorme erreur. Toi? Pourquoi, Linda? Pour m'avoir fait me sentir comme rien de plus qu'un fardeau? Non, je ne vous dois rien. Au revoir. J'ai eu l'impression de me débarrasser d'un poids lourd, de couper définitivement les liens qui m'attachaient à une vie de misère. Le divorce a été un soulagement, une rupture nette avec un passé qui avait menacé de me consumer. Par l'intermédiaire d'amis. J'ai entendu parler de la rupture entre Ethan et ses parents. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Le document sur lequel ils avaient insisté, l'accord prénuptial, était maintenant la source de leurs conflits familiaux. Avec l'héritage de mon grand-oncle, en toute sécurité à mon nom, j'ai trouvé un but dans la générosité. Une part importante de cet héritage est allée à des organisations caritatives qui me tenaient à cœur, des causes qui feraient une différence dans le monde. Mais c'est la librairie qui est devenue mon projet passionnel, un havre de paix pour les amateurs de livres anciens et rares. C'était ma façon de me reconnecter au monde, à ma façon. Mon parcours n'a pas été facile, semé d'embûches et de chagrins d'amour, mais en me tenant dans ma librairie, entouré des histoires d'innombrables autres personnes, j'ai su que j'avais trouvé ma fin heureuse. Et il ne s'agissait pas seulement de tourner la page sur Ethan et la manipulation de sa famille, mais aussi de redécouvrir qui j'étais et ce que j'aimais. Voici un nouveau départ. J'ai porté un toast à moi-même un soir tranquille après avoir fermé boutique. La route à venir était incertaine, mais c'était à moi de la parcourir, remplie de possibilités et de la promesse d'un bonheur retrouvé.